Adrien Bozit, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui samedi 22 mars au Salon du Livre, chez votre éditeur, Le Retour aux Sources. Tout à fait, Parce oui. qu'il y a une nouvelle version de votre livre né en 1984 qui vient de paraître. En quoi cette nouvelle version est-elle différente de la première? J'ai rajouté une préface. Déjà qui fait le point. Qui fait le point sur mon évolution personnelle, parce que c'est un bouquin que j'ai écrit essentiellement entre 2009 et 2010, en 2014. Donc j'ai changé pour ne pas changer. J'ai quand même pas mal évolué sur certains points, et donc je fais le point sur mes évolutions. J'évoque les points sur lesquels aujourd'hui je ne suis plus d'accord avec ce qu'il y a dans le bouquin. Voilà, donc je fais une préface qui fait le point là-dessus. Je fais une préface qui fait le point aussi sur l'évolution de la France, sur l'évolution des consciences dans l'esprit des Français. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des Français ces dernières années. Voilà. Et sinon, j'ai rajouté quelques petits mots qui n'étaient pas dans la version originale. Donc je crois qu'il y a à peu près une trentaine de pages nouvelles de ce moment-là. Voilà, donc ça permet de parler de Roi de France dont je ne parlais pas dans la première édition. Donc au total, je dois parler d'à peu près une trentaine de Rois de France, je pense, dans le livre, et j'en suis très content. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples justement d'idées que vous avez entre guillemets répudiées? Oui, il y en a une qui est très très simple, c'est politiquement correct, hein. C'est la préférence nationale. À l'époque, j'étais contre la préférence nationale, je tournais très mal, il faut le dire. Aujourd'hui, je suis pour la préférence nationale qui est... la France ne peut pas s'en passer. C'est vital pour la France, pour dire les choses un peu lapidaires, de façon un peu lapidaire. Certains pourraient vous qualifier d'extrême droite. Est-ce que vous pourrez... Ça me choque. Cette sortie. Est-ce que vous pourrez expliquer pourquoi la préférence nationale? Moi, quand on me traite d'extrême droite, ça m'empêche de dormir. C'est vraiment... Non, c'est vraiment, ça me déstabilise. Non, la préférence nationale n'a rien d'extrême droite. Déjà, j'aimerais qu'on me donne une définition précise de ce qu'est l'extrême droite. Est-ce que M. Fabius est d'extrême droite quand il va dialoguer avec des nazis, par exemple? Non, il est de gauche. Quand on va dialoguer et quand on va travailler avec des nazis, on est de gauche. Donc voilà, avant qu'on me traite d'extrême droite, j'attends qu'on me donne une définition précise de ce qu'est l'extrême droite. En fait, je suis de droite. C'est-à-dire que je suis pour l'homme enraciné. La gauche, c'est l'homme nouveau, c'est les Lumières. La droite, c'est l'enracinement, c'est l'être enraciné. La préférence nationale n'est pas du tout une mesure extrémiste, c'est une mesure de bon sens. C'est-à-dire que quand on a une famille, eh bien, on traite ses enfants en priorité. On s'occupe de ses enfants en priorité. On ne s'occupe pas de ceux des autres. Voilà, tout simplement. Vous savez, un certain Charles M. disait « La nation, c'est la famille des familles. » Voilà. Donc je veux que la France s'occupe en priorité des Français, tout simplement. Aujourd'hui, Salon du Livre, c'est que la littérature occupe une grande place dans votre vie. Qu'est-ce que la littérature signifie pour vous et en quoi elle vous alimente? La France, c'est la France. Pour moi, je suis arrivé à la France par l'histoire et par la littérature. Moi, je suis un fan absolu de Arsène Lupin, de Fantomas, de Rouletabille. Et tout ça, tous ces héros de mon enfance m'ont fait aller à la France de la belle époque. Une France qui était quand même encore enracinée, une France qui était encore française. Alors tout n'était pas français à cette époque-là, puisqu'il y avait les Républicains qui étaient au pouvoir, qui s'attaquaient à l'héritage spirituel de la France. Mais il y avait encore des secteurs de France, si vous voulez. Arsène Lupin, c'est la France. Fantomas, l'inspecteur Jules, Jérôme Fandor. Pour moi, c'est des noms déjà qui sont liés à mon enfance, déjà. Et c'est par ces noms-là que je suis arrivé à la France. Et donc la littérature, pour moi, c'est la France. J'ai commencé par la littérature policière à la base, c'est ce qui est le plus accessible, mais c'est pas pour autant la littérature la moins bonne. Arsène Lupin, c'est extrêmement bien écrit, par exemple. Fantomas, c'est un petit peu moins bien écrit. Arsène Lupin, c'est un très beau style. Gaston Leroux, c'est un très beau style. Et donc après, j'en suis arrivé à la grande littérature française, Stendhal, Bernanos, Huysmans, Raymond Roland, Léon Bloy, et j'en oublie des dizaines. Et je ne peux pas respirer sans littérature. J'ai besoin de lire une belle langue française, de frotter un beau style. Et je ne comprends pas que si peu de gens lisent de littérature. Pour moi, s'il y a bien un métier dans lequel on devrait être millionnaire, dans un monde normal, c'est libraire.
Je ne sais pas comment font les gens pour respirer sans littérature. Moi, personnellement, je ne peux pas m'en passer. La littérature mène à tout. Ça embellit le langage. Le langage est le champ de la pensée, donc c'est la littérature, plus intelligent, si tant est que le mot intelligent c'est une définition réelle. Voilà, donc moi je dois tout à l'histoire et à la littérature. Et comment vous expliquez justement ce rejet des jeunes générations pour la littérature? Éducation de gauche, éducation républicaine. La littérature vient du passé, le passé doit être éradiqué, donc il n'y a pas de place pour la littérature. Il y a aussi un truc très important, c'est que la littérature demande deux qualités. Une capacité de concentration et des capacités de patience. Or, le système, notamment via la télévision, a éradiqué la capacité de concentration et de conscience des individus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais beaucoup de gens ne peuvent physiquement plus lire. Ils n'ont physiquement plus la capacité pour lire. C'est absolument dramatique, et de ce point de vue, le système a gagné. Alors, on en revient, parce que moi, à la base, si vous voulez, je ne suis pas du tout un enfant d'un livre. J'y suis venu très lentement et très progressivement. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un exemple que je prends souvent, c'est les bouquins de Dostoïevski. C'est des bouquins dans lesquels l'action se déroule très lentement. C'est des bouquins qui sont très longs, très denses. Ça ne peut pas être lu par 99% de la population française, c'est évident. Il y a de la littérature qui est plus accessible. Moi, personnellement, par exemple, quand je veux initier quelqu'un à la littérature, je donne Bel Ami de Maupassant. C'est très bien écrit, c'est marrant, ça sent la bonne France, il y a une malice. C'est de la grande littérature pour autant. Ensuite, deuxième étape, un petit rouge et le noir. Les femmes sont souvent romantiques, heureusement. On leur met les rouges et le noir entre les mains. Elles peuvent venir à la littérature grâce à ça. Pour moi, Stendhal, c'est le sommet de la littérature. C'est le sommet de la beauté du style. Et je leur donne beaucoup de choses. Je lui donne beaucoup de choses à Stendhal. Donc voilà, déjà aussi c'est pas enseigné, parce que l'éducation nationale fait lire de la merde, hein, il faut le dire. Le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, Sartre, c'est faible. C'est faible. L'éducation nationale ne fait pas lire Bernanos, elle ne fait pas lire Stendhal, elle ne fait pas lire Balzac, elle ne fait pas lire Léon Bloy, et j'en passe. Donc un, c'est pas enseigné, et deux, les gens n'ont très souvent plus les capacités physiques, psychiques, intellectuelles pour lire, hélas. Et c'est vraiment un désastre pour la France, parce que ça fait que le peuple français est coupé déjà d'une part de ce qui a fait une partie de son identité, parce que la littérature française a contribué à pétrir l'identité de la France, a contribué à pétrir la civilisation française. Et surtout, les gens se passent de trésors qui sont pourtant à portée de leur main. J'aurais une question conclusive. On va élargir un petit peu aux jeunes générations sur la relève, les littératures jeunesse. On a vu dans les médias ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup d'ouvrages destinés aux enfants qui, d'une façon ou d'une autre, allaient promouvoir la théorie du genre. Selon vous, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène et quel type de conséquences cela pourrait-il avoir sur la jeunesse française? La théorie du genre, la théorie du genre et le fait qu'elle soit diffusée dans des ouvrages. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que la théorie du genre, ça tombe pas du ciel. La théorie du genre, c'est que la queue de comète d'un mouvement de pensée qui a commencé, je vais faire simple, au minimum au XVIIIe siècle. La théorie de genre, c'est la queue de comète de la philosophie des Lumières, qui nous dit d'éradiquer notre passé, de nous dépouiller de toutes nos particularités. La théorie de genre va jusqu'au bout, et elle nous dit dépouillez-vous de votre sexe. C'est très simple. À l'instar de tout ce qui vient des Lumières, la théorie du genre contribue à flinguer le cerveau. C'est très simple. Je suis un petit peu lapidaire, je suis un petit peu excédé que les Lumières aient encore des défenseurs pour un mot caché. La théorie du genre sert à déstructurer l'individu, de même que la philosophie des Lumières. Monsieur Payon, dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée », qui est très pénible à lire et que je déconseille la lecture à toutes les personnes qui vont me regarder. Encore que c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'elles sont complètement vraies. Mais M. Payon, dans son ouvrage, nous dit ouvertement qu'il souhaite que l'école serve à ce que l'enfant soit détaché de toutes, je cite, de toutes ses attaches pré-républicaines. La théorie du genre s'inscrit dans ce cadre. L'enfant doit se dépouiller de tout ce qui le structure. Parce que pour arriver à l'homme nouveau que la gauche peut faire naître, l'individu doit se dépouiller totalement de son passé. Et c'est que comme ça qu'il deviendra donc cet homme nouveau. Très bien, Adrien Brice, je vous remercie. Mais c'est moi. Vous êtes l'auteur de Né en 1984, édité aux éditions Le Retour.